qu'est-ce que c'est que l'ascèse? Étymologiquement, le mot est emprunté au latin chrétien asketa, qui désigne un moine. Mais avant ce sens religieux, le mot askésis, en grec, désignait l'exercice, l'entraînement, par goût du beau corps de l'Antiquité. Et il s'appliquait à de nombreux arts et métiers, et en particulier à l'athlétisme. L'ascétisme est donc une discipline volontaire du corps et de l'esprit, cherchant à tendre vers une perfection, une amélioration de soi. C'est une puissance qui pousse de l'intérieur, comme aimantée par des étoiles qui ne viendraient pas du firmament, mais qui jaillissent de notre terre, et nous invite à aller au-dessus de soi, en privilégiant une psychologie des hauteurs, un dépassement des obstacles et de la souffrance, qui soit aux antipodes de l'idéalisme. Alors, Sloterdijk parle à cet égard d'une biopolitique et d'une discipline anthropotechnique. Voilà son vocabulaire à lui. Autrement dit, un exercice répété de soi qui cherche à sculpter sa propre forme à l'image de l'athlète Dieu. Je cite encore l'auteur. Si la renaissance athlétique et somatique signifie que les ascèses déspiritualisées sont de nouveau possibles, souhaitables et plausibles à l'égard de la vie, alors on peut sans peine répondre à la question que pose Nietzsche avec excitation à la fin de son texte « La généalogie de la morale ». Sur quoi la vie humaine peut-elle encore s'orienter après le crépuscule des dieux ? La vitalité, comprise dans son sens somatique et intellectuel, est elle-même le médium chargé d'un dénivelé entre le plus et le moins. Elle possède donc en elle-même l'élément vertical qui oriente les ascensions et elle n'a pas besoin d'attracteurs externes ou métaphysiques supplémentaires. Que Dieu soit censé être mort ne change rien à l'affaire. Avec ou sans Dieu, chacun ne va que jusqu'où sa forme le pousse. Alors aujourd'hui, une telle ascèse ascensionnelle a un modèle. Et ce modèle, c'est le sport, qui est la métaphore de quelque chose qui le dépasse amplement, même si les intellectuels ont généralement tendance à le bouder au nom de sa dimension terre à terre. Pourtant, à travers le sport, on observe l'émergence d'une forme de spiritualité qui est fondée sur l'affirmation de la forme, sur le désir d'être en forme, laquelle nécessite un entraînement régulier et un enseignement constant de la verticalité qui nous permettent notamment de structurer nos émotions. Alors, en ce sens, on pourrait rapprocher la tension verticale chez Sloterdijk de la notion bergsonienne d'élan vital qui soulève la nature dans son ensemble, ou encore de l'idée spinoziste du conatus, qui est cet effort qui nous permet de persévérer dans notre être et d'effectuer notre puissance. Il s'agit en effet d'inviter l'esprit humain à s'élever, mais du dedans. Alors Sloterdijk rappelle l'origine grecque du mot acrobatisme, qui renvoie à l'expression désignant le fait de marcher sur la pointe des pieds, de acro, tout en haut, et banyan, avancé. Je cite Sloterdijk. Toute culture supérieure commence avec la découverte que l'on est capable de se former soi-même à travers des exercices volontaires. La culture personnelle, c'est la volonté de libérer l'acrobate en soi. Je mettrai tout de même une réserve, c'est qu'il est possible que cette élévation ne soit pas donnée à tout le monde et que certains soient plus tentés par l'inertie ou par l'affaissement. C'est que pour s'élever, il faut connaître le poids, l'effort, la peine, et ce n'est pas pour rien que le saint des athlètes, c'est Hercule, dont les travaux sont légendaires. Moi aussi, je citerai Bachelard, qui, dans La Terre et les rêveries de la volonté, évoque lui aussi Hercule comme le modèle de l'homme qui, grâce à ses muscles et grâce à son obstination, conjure et sublime la résistance pesante de la matière en la transformant en énergie dynamique. Et pour finir, chez Sloterdijk, on peut ajouter que le modèle de l'attention verticale, au fond, c'est moins l'athlète que l'infirme. Sloterdijk s'intéresse à l'histoire de Karl Hermann Huntsman, qui est un infirme né sans bras, mais qui commence à jouer malgré son handicap du violon dès l'âge de 6 ans. Il s'exerce courageusement avec ingéniosité et virtuosité, et il écrit son parcours dans le pédiscript, donc il écrit avec ses pieds. Et ses talents de violoniste lui valent de rencontrer la gloire sur la scène. Il a rencontré Liszt, par exemple. Mais il constate que même si rien ne lui ôte sa joie de vivre et son ardeur athlétique, néanmoins, il ne cessera jamais d'être considéré comme un estropié. Pourtant, Huntsman est autonome et prend son handicap comme une école de vie et de volonté. Il veut s'épanouir librement et refuse la complaisance ou la compassion.
Untan évoque une poussée qui vient du dedans et qui lui permet de s'affirmer avec persévérance. Et ainsi, on peut dire que, Sloterdijk dit que Untan sort vainqueur de son handicap et sent du même coup que sa vie devient de l'art. Et en ce sens, on peut dire que l'exercice assidu et le plaisir comme fil conducteur de l'éthique, Untan réalise le vœu de Nietzsche dans La naissance de la tragédie. L'homme n'est plus un artiste, il est lui-même œuvre d'art. L'handicapé peut donc devenir un enseignant de la condition humaine, une créature en exercice, porteur d'un message d'exigence et de persévérance. Il aspire à la normalité malgré et avec son handicap, affirmant du même coup un dépassement de soi qui soit exemplaire. Et c'est dans ce déploiement assidu et général, physique, intellectuel, émotionnel, que l'infirme surcompense son handicap et développe sa vitalité. Donc son ascèse, déspiritualisée, aspire à l'hédonisme comme à l'héroïsme, dans une vraie philosophie de la sculpture de soi, qui lui donne de l'élan et augmente ainsi sa vie.